Bonsoir et bienvenue dans Lundi Soir. Aujourd'hui, on a un grand nombre d'invités, plus que d'habitude. On a invité une douzaine de jeunes migrants qui occupent le théâtre de la Gaîté Lyrique depuis quelques semaines maintenant. Et donc, on leur a proposé de venir pour qu'ils nous racontent leur lutte, comment ils s'organisent et accessoirement comment les soutenir. Alors, pour commencer, est-ce que... je précise qu'il y en a 3 qui apparaissent, mais ils sont plus nombreux autour qui ne désirent pas forcément apparaître à la caméra, mais qui prendront le micro et qui interviendront à leur gré au fil de la discussion. Donc il y aura toute une discussion qui sera hors champ, mais qu'on pourra évidemment tout à fait entendre et suivre. Alors, pour commencer, parce qu'on a un peu préparé l'interview et organisé un certain nombre de questions pour voir qui allait répondre à quoi, est-ce que vous pouvez déjà commencer un peu par nous dire pourquoi vous occupez le théâtre de la Gaîté Lyrique, comment ça se passe, depuis combien de temps, enfin nous faire un peu un plan de départ, expliquer. Ce que je précise, c'est que évidemment que à Paris, je pense que beaucoup de gens sont au courant de ces occupations-là, mais dans le reste de la France, les gens ne sont pas forcément au courant. Donc, est-ce que vous pouvez un peu présenter la lutte, quoi? Voilà, bonjour tout le monde. Je vais dire bonsoir parce que c'est lundi soir. Moi, c'est Keita Abdourahmane. Je suis membre et délégué de l'occupation et membre du collectif des jeunes de Parc de Belleville. Comme vous l'avez si bien dit, il y a de cela, depuis le 10 décembre, nous occupons la Gaîté Lyrique. Ce n'est pas pour une but, c'est parce que nous, les jeunes, nous dormions dehors il y a de cela des mois, sans aucun suivi, ni aucune aide, depuis que nous sommes arrivés en France ici. Nous avons été rapprochés par un groupe de personnes qui nous ont permis à faire un collectif. Le collectif s'appelle le collectif des jeunes de Parc de Belleville. Ils sont en lutte maintenant, il y a de cela une année maintenant. Donc tous les jeunes qui viennent de l'extérieur de la France et qui sont là, qui passent par des évaluations de minorités, qui se sont dit oui, vous n'êtes pas encore pris en charge, mais il va falloir attendre un jour d'audience qui va prendre au moins 6 à 7 mois, voire même une année. Ils vivent dehors sans aucun suivi de santé, ni de transport et tout ce qui s'ensuit. Et se voyant que la vie est en danger, le collectif a pu s'associer et mettre une position de lutte en place, soi-disant, si on ne se débrouille, on ne se demeure pas nous-mêmes, on n'aura pas la chance de gagner quelque chose. Parce que vu que nous dormons dehors, on est calé à notre petit coin, nous sommes déjà des petites personnes. Il faut qu'on se donne la voie pour qu'on puisse sortir dehors. Donc c'est pourquoi la lutte a été engagée par le collectif et ses soutiens. Et maintenant, on a fait des occupations, il y a des jeunes qui ont été hébergés dans les gymnases. Maintenant, là, nous occupons la Gaîté Lyrique depuis le 10 décembre. Tout se passe pas comme prévu, mais nous sommes là pour une lutte, une bonne lutte, parce qu'il y a plus de 300 jeunes qui dorment dehors. Tous ces jeunes-là sont âgés entre 15, 16 et 17 ans. Nous sommes tous maintenant à la Gaîté Lyrique. La quasi-totalité des mineurs non accompagnés de Paris sont maintenant à la Gaîté Lyrique. Nous sommes là-bas pour que la mairie soit la préfecture. Du coup, un mot pour que l'autorité nous donne un hébergement, parce que nous sommes en temps d'hiver, la vie est menacée, on n'a pas de sécurité, rien. Et donc, est-ce que vous pouvez dire un peu précisément comment vous vous organisez dans cette occupation? Comme moi, d'abord, c'est Alassane Bari, je suis guinéen. Comme mon ami l'a si bien dit, on est un collectif vraiment mobilisé. C'est à travers les mobilisations qu'on a décidé d'occuper un lieu qui appartient à l'État ou à la mairie. Là, on a visé la salle culturelle de Gaîté Lyrique parce que on sait que c'est une salle qui est sensible aux Parisiens parce qu'ils partent là-bas pour travailler. On savait que quand on occupe ce lieu, peut-être, on n'espère pas rester là-bas des mois, la mairie va se bouger. Bon, ce n'est pas le cas, mais vraiment c'est un lieu qui a été visé. On n'est pas venu là-bas par hasard. La vie là-bas, c'est pas facile. On est plus de 300 jeunes qui habitent là-bas, qui dorment là-bas, qui font tout là-bas. On n'a pas assez de moyens comme des toilettes. On est obligé de sortir pour aller se laver quelque part. On a 3 toilettes dans la Gaîté Lyrique. Vraiment, c'est pas facile, mais on essaye vraiment de rester pour ne pas qu'on se disperse. On essaye vraiment de tenir la lutte pour que la mairie ou le gouvernement nous trouve une solution.
Et pour l'instant, la mairie, ils disent quoi? Pour le moment, il y a pas mal de gens qui travaillent à la mairie qui viennent nous visiter, mais ils viennent pour voir si ça se passe bien là-bas, mais ils proposent aucune solution. Quand ils viennent, on leur demande pourquoi ils ne bougent pas. Ils disent que ceux qui viennent là-bas, ils disent que c'est pas à eux de prendre la décision. Donc la décision doit être prise au haut niveau. Mais on ne sait rien, on est là-bas, il y a certains qui partent nous visiter, mais toujours pas de solution. Du coup, sur le plan de l'organisation, on arrive à faire beaucoup de trucs. Comme je disais dans l'occupation, on est nombreux, presque 300 on va dire comme ça. Vu que la mairie ni la préfecture ne nous propose aucune réaction, ils se jettent l'éponge soit disant que ouais, ça au pouvoir de la mairie, la mairie dit au pouvoir de la préfecture, la préfecture dit que c'est à l'État de le faire. Donc on se trouve dans un point où on n'a pas de solution pour l'instant. Mais du coup, comme on n'est pas arrivé à la gâterie là-bas pour détruire, on est arrivé pour vivre là-bas un peu de temps jusqu'à ce qu'on ait une solution. On s'ordonne pour ne pas détruire là-bas le nettoyage du lieu. On prend soin de la gâterie en un mot. En un mot, on prend soin de la gâterie, on nettoie les toilettes, on balaye chaque matin. Tout ce qui est sûr, on essaye de prendre tout ce qui est là-bas pour que le jour qu'on va quitter là-bas, qu'on laisse la gâterie dans les meilleures conditions. Et comment, parce que vous disiez qu'il y avait évidemment des problèmes, ça on l'imagine bien, par exemple pour les toilettes et pour les douches, parce que évidemment c'est un théâtre, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de douches collectives. Mais par exemple pour la nourriture, comment est-ce que vous arrivez à vous organiser? Vas-y Bano. Ouais. Moi c'est Bano, j'aime bien, et j'ai été éduqué au Sénégal. Pour concernant mes frères qu'ils viennent de prononcer ici, juste en fait sur l'organisation, ça se passe bien dans l'ensemble. J'aimerais bien aussi augmenter des trucs, il y a pas mal de trucs qu'on est en train de faire là-bas, comme sur l'éducation. Aujourd'hui même, il y a une association qui s'appelle Utopia qui devrait passer à 14h pour faire des cours aux jeunes. Et il y a un lieu en face, là où on pourra se divertir, jouer un peu du foot. Et parfois on joue des cartes. Et on fait des petits groupes parfois, on passe des débats intéressants. Comment s'organiser dans notre futur. Comment on doit accueillir les gens là-bas. Comment on doit se comporter envers de notre soutien. Tout ça. Et aussi... qu'est-ce que vous voulez me poser? Pour la nourriture. Mais... Et aussi concernant la nourriture, je pense que je peux juste vous dire que c'est bien dans l'ensemble en tout cas, parce que on n'a pas faim, mais on peut dire aussi qu'on pourrait avoir plus, parce que vous savez tous que un jeune est obligé, ou bien toute personne, d'avoir 3 repas par jour. Mais nous actuellement, on n'a que 2 repas par jour, parce qu'on a le déjeuner et un seul repas. Il n'y a pas assez de moyens, du coup. Même vous, en fait, si vous êtes prêts, on vous appelle dans l'ensemble pour vous participer aux gens qui essayent de nous soutenir. Puisque vous savez surtout que le lutte que nous menons, c'est pas facile. Sans les aides des autres à l'extérieur. On a besoin financièrement, mentalement, on a besoin de vous. Il y a des gens qui viennent là-bas, qui passent la nuit avec nous. Ça nous motive en fait de passer la nuit avec nous. Ils se divisent, ils forment des groupes, ils essayent de nous poser des questions. Il y a parfois il y a des gens qui passent là-bas qui travaillent dans la médecine, dans la presse et qui viennent. On essaye de parler avec eux. Tout ça, je peux dire en tout cas en général, tout se passe bien sur ce cas. Et donc les décisions, vous les prenez ensemble, c'est les occupants qui décident de comment s'organise l'occupation, quoi. En fait, bonjour, bonsoir. Moi c'est Foudou Youssouf. Je suis un des délégués du collectif du Bellevue Mobilisation. Cette lutte, ça a commencé, cela fait 1 an de cela, 1 an et quelques de cela. Depuis l'occupation, depuis le mois de septembre 2023, l'occupation a commencé avec ce collectif. Ce collectif, c'est des habitants du parc de Bellevue qui ont vu, parce qu'avant, à Bellevue, il y avait des jeunes qui dormaient dehors, tout comme à Pont-Marie, Saint-Marie,
devant l'école Saint-Marie, tout et tout. Mais l'occupation a commencé à travers ce lieu. À partir de ce lieu, au parc de Belleville, les habitants de Belleville se sont mobilisés. C'est des blancs. Ils sont mobilisés, ils ont eu pitié de nous. Ils ont eu pitié de nous, le fait que tout le monde dormait dehors avec dans les situations précaires, difficultés, la fraîcheur, tout. On n'avait pas de toit. Maintenant, ils se sont organisés de trouver un lieu pour occuper, pour pouvoir loger les premières personnes qui étaient en parc de Belleville. Après ça, nous aussi, moi j'étais devant l'école Saint-Marie. Là-bas, c'est une école dont les enfants étudient. Vous connaissez là-bas devant, près de la bibliothèque Pompidou. Là-bas, en fait, les élèves qui étaient là-bas, ils en avaient marre de nous voir, c'est-à-dire dans la difficulté. Chaque fois, quand ils viennent le soir, le matin, ils nous trouvent devant leurs écoles. Maintenant, ils ont fait des lettres auprès des parents, de leurs parents, pour qu'ils nous viennent en aide. Maintenant, ces parents se sont mobilisés pour venir en aide. Ça a coïncidé à un conseil de Paris. Ce jour-là, en fait, c'était un conseil de Paris avec Hidalgo, la maire de Paris. Donc, on était partis. Ces parents d'élèves-là sont venus nous expliquer la situation, comment ça se passe, comment ça doit se passer. Maintenant, en fait, on a formé deux groupes. 8 délégués, dont moi et Foussini faisaient partie. 8 délégués qui sont partis à la mairie et les autres se sont regroupés devant l'école, notre lieu de détente, le de notre lieu de docteur. Maintenant, nous étions partis. En fait, on avait un communiqué dont moi j'ai fait la lecture devant la maire. Après, les négociations ont continué jusqu'à ce que... Pour le moment, parce qu'à chaque occupation, en fait, ils disent jamais on a la place pour tout le monde. Ils avaient proposé que nous, 8 personnes qui sont dans la mairie maintenant là, ils allaient nous loger. Après, pour les autres aussi, qui vont les loger après. On a dit non, nous sommes là. Si nous sommes là, c'est au nom de tout le monde. Si vous ne pouvez pas nous loger maintenant là, en fait, on peut faire appel à tous les autres. Ils viennent ici, c'est-à-dire on dort devant la mairie ici, tous ici. S'il s'agit de tirer sur nous, vous allez tirer sur nous tous. Donc, c'est ainsi les négociations. Il y a eu beaucoup de discussions dessus. Après, ils ont trouvé 100 places. On dit non. Ça serait pour tout le monde ou bien on reste ici. Donc, c'est ainsi les négociations ont commencé, tout et tout. Ils ont pu avoir de la place pour tout le monde. Après ça, en fait, après les manifestations ont continué maintenant avec, c'était la marche de solidarité avec les sans-papiers. Maintenant, en fait, on s'est rencontrés avec les habitants du parc de Belleville. C'est ainsi, parce que le collectif a été créé déjà avec les membres de Belleville. C'est là-bas on s'est rencontrés, puis on a pu avoir quelques idées en commun. On s'est rassemblés. C'est ainsi le collectif est créé avec tous les jeunes maintenant. Puis les occupations, on s'est donné maintenant des idées, comment revendiquer nos droits, comment en fait revendiquer nos droits à la santé, la sécurité, à l'école, ainsi de suite, et au logement. À travers ça, il y a eu pas mal de difficultés parce que le début est très très difficile. Problème de nourriture, comme ce que vous parlez de les amis de l'organisation. Ainsi, on a une cagnotte. À travers ce cagnotte, on reçoit des dons financiers. C'est à travers ce cagnotte, c'est-à-dire on achète à manger, on a commencé à acheter à manger pour tout le monde, tout ceux qui étaient dans les différentes occupations.
Quand on était maintenant dans les gymnases, parce que en fait, la mairie nous a proposé des gymnases, on est maintenant dans les gymnases. Hein? Quelques mois après, avant l'arrivée des Jeux olympiques, ils nous ont dit qu'ils vont nous envoyer dans les provinces. Pourtant, nous, on avait nos recours à Paris ici. Par exemple, toi qui suis tes procédures à Paris ici, tu as un recours de 3 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Toi, on t'envoie en province. Comment est-ce que tu peux venir ici, toi qui n'as pas de papier, tu n'as pas de titre de transport? Comment est-ce que tu peux venir poursuivre tes procédures? Tu ne pourras pas. Donc c'est ainsi, en fait, on s'est réunis pour former encore une autre organisation. C'est pour qu'on puisse occuper la maison des métallos. On a occupé la maison des métallos. En ce moment, il y avait d'autres gens aussi qui dormaient dehors. Quand on a occupé la maison des métallos, on les a dit qu'on ne bouge pas d'ici. On ne bouge pas ici, on vit à Paris. Ici, c'est chez nous. Donc on s'est dit, comme ceux qui dormaient dehors, ils étaient tous venus nous rejoindre. Et ceux du gymnase, ils étaient tous venus nous rejoindre à Métallo. Maintenant, comme Métallo, en fait, il y avait plein de monde maintenant. On s'est dit maintenant, la mairie est venue dire, tous ceux qui sont dans les gymnases n'ont qu'à retourner dans les gymnases. Ceux qui sont là peuvent rester. Ceux qui n'ont pas de toit peuvent rester. C'est là-bas, comme tout ce que nous, on demandait, en fait, ils ne trouvaient pas de solution. On a dit, ok, donc ceux qui sont dans les gymnases, vous pouvez aller passer la journée, c'est-à-dire la nuit, dans les gymnases. La journée, vous venez ici pour qu'on continue à lutter ensemble. C'est comme ça, on a continué à lutter jusqu'à chaque fois qu'on les envoie des mails pour qu'ils trouvent des solutions pour ceux qui dorment dehors, ceux qui sont dans le métallo. Ils n'avaient pas de réponse. Ils disaient qu'ils n'ont pas de solution, que la solution revient à l'État. Donc, ils n'ont pas de problème. Donc, on est resté à Métallo presque 3 mois. C'est maintenant l'arrivée des Jeux olympiques maintenant qu'ils ont pu avoir des logements pour nous. Parce que c'est ça, en ce moment, ils étaient dans difficulté. Parce que maison de Métallo, en fait, c'est un lieu culturel aussi, qui devrait être abrité par les Japonais pendant les Jeux olympiques. Vous voyez? C'est pourquoi, en fait, ils nous ont trouvé solution. Ils ont trouvé solution pour l'hébergement. Pour mettre les athlètes japonais qui étaient là-bas. Oui, c'est qu'ils étaient venus pour les Jeux olympiques. C'est là-bas ils devraient être. C'est dans ce cadre, maintenant ils ont trouvé solution pour tout le monde, pour tous ceux qui étaient dehors. On les a envoyés dans les différents gymnases, ici, en Île-de-France. C'est-à-dire à 30 minutes de Paris, 1 heure de Paris. Comme ça, c'était arrangeable. Parce que 1 vaut mieux que 0. Après ça, après les Jeux olympiques, il y a eu toujours... Parce que ceux qui étaient là-bas aussi recevaient des menaces toujours qui vont des expulsions. Maintenant, beaucoup se sont retrouvés encore dehors. Il y a plein de jeunes qui se sont retrouvés dehors. Maintenant que la fraîcheur est venue, on s'est dit qu'on va faire une autre occupation. Mais avant ça, le 12 octobre, on a fait une occupation à la mairie. Puis on les a dit qu'il y a plein de... Comme ce qu'on fait là, on avait dit qu'il y a plein de jeunes qui dorment dehors. Ils ont pu avoir 200 places pour le jeu. Parce que là-bas, c'était urgent pour eux. C'est la mairie, c'est leur rôle de travail, tout. Ils ont pu avoir 200 lieux de 200. Ils ont pu avoir 200 places pour l'hébergement des jeunes. Après ça, toujours, il y avait plein de jeunes dehors qui dormaient à Pont-Marie, Pont-Neuf, tout, sur le pont, tout. Maintenant, on s'est dit encore, si la mairie ne veut pas se bouger,
il faudrait qu'on occupe encore une autre place. C'est ainsi qu'on a occupé la Gaîté Lyrique. Avec l'occupation de la Gaîté Lyrique le 10 décembre passé, le mardi, depuis qu'on a occupé, on envoie des messages à la mairie, des mails, ils ne répondent pas. Jusqu'après après l'occupation, maintenant, ils sont venus nous voir. On les a expliqué la situation. En fait, vous avez vu la situation, comment les jeunes étaient. Il y avait plus de 300 jeunes qui dormaient dehors, qui se sont retrouvés maintenant dans la Gaîté Lyrique. Après ça, ils disent encore qu'ils n'ont pas de solution d'abord. Que pour l'instant, ils n'ont pas de solution. Imaginez. En fait, ils n'ont pas de solution pour nous. Mais, avant ça, avant l'occupation, conseil des maires qui a été il y avait 2 jours avant l'occupation, Hidalgo a fait un conseil sur la Seine, sur le droit de la Seine. Sur le droit de la Seine. Imaginez, la Seine a le droit. Mais les enfants qui dorment dehors, qui dorment au bord de la Seine, n'ont pas le droit. Vous imaginez? C'est quoi ça? Nous, on est là, ce n'est pas pour une violence. On est là, ce n'est pas pour une délinquance. On est là parce qu'ils ont pillé chez nous. Ce sont eux d'abord qui ont été chez nous pour ravager tout ce qu'on avait, tout et tout. Maintenant, quand nous sommes là, ils devraient nous accepter. On a droit à la santé, on a droit à l'éducation, droit au logement, tout comme les enfants français. Tout comme les enfants français. Maintenant, ok, cela n'est pas respecté. Donc, comment est-ce qu'on peut les qualifier? On peut les qualifier de racistes. Donc, c'est un gouvernement raciste. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de nous, qui n'ont pas de solution pour nous. Pour nous, c'est-à-dire les mineurs nous accompagnent. Alors justement, pour rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est un peu la deuxième partie de l'interview, c'est cette absence, enfin ce refus de droit, il s'exprime par plein de manières différentes. Donc, en gros, pour vous empêcher de vivre correctement et tout ça. Et donc, on en avait parlé un peu avant, c'est quoi ce dispositif de la reconnaissance de minorité à laquelle vous êtes tenu qui je pense. Bonjour tout le monde, et bonsoir d'ailleurs. Je me présente Bora Awa. Je suis une fille qui a été aussi dans un gymnase et je suis toujours là-bas. Mais moi, j'aimerais dire que dans l'évaluation, c'est pas du tout facile. Il y a des mots qu'on nous demande, il y a des histoires qu'on nous demande à l'évaluation que toi-même tu te rappelles. Tu n'as même pas vécu cette vie. On peut te demander quand ta mère s'est mariée, quand ton grand-père est né, comment tu peux savoir? Nous, chez nous, surtout nous les femmes, on ne va pas à l'école, c'est le mariage. Soit l'excision. Tu fuis tout ça parce que tu te dis qu'ici au moins tu auras la vie meilleure. Moi, je voulais aller à l'école. Et récemment, je suis allée faire le test de l'école. Le résultat est sorti. Mais mes amis vont à l'école. Donc j'ai dit, je vais aller me renseigner sur mon résultat de l'école. On me dit que parce que je ne suis pas confiée, j'ai pas droit à l'école. Tu n'es pas confié à une famille. Je ne suis pas confirmée devant le juge, donc j'ai pas droit à l'école. Oui, d'accord. Oui, parce que donc, là, ce que je voulais vous faire dire, c'est que quand on est autour des 18 ans, enfin quand on a un petit peu moins de 18 ans, c'est la préfecture, j'imagine, je sais pas, qu'est-ce qui... C'est l'ASE.
C'est Aide sociale à l'enfance. Ah bon, ouais, l'aide sociale à l'enfance, qui va dire ah mais attendez, il faut que vous passiez des tests pour prouver que vous êtes bien mineur, parce que si vous êtes mineur, vous avez le droit à quelques droits officiellement, théoriquement, alors que si vous n'êtes pas mineur, là on peut dire non, on vous expulse, etc. Donc il y a un vrai enjeu à être en mesure de démontrer cette minorité, et donc l'État français a un gros enjeu à tout faire pour dire non, vous n'êtes pas mineur. Enfin, grosso modo, c'est ça. En gros, nous, normalement, un enfant doit aller à l'école. Sa place, c'est l'école. De 0 à 18 ans. Parce que si tu ne vas pas à l'école, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es un enfant. Moi, je sais pas lire, ni écrire. Seulement, nous, dans notre pays maternel, notre pays d'origine, on parle le français. Moi, je suis ivoirienne. Tout le monde sait que les Ivoiriens, on parle le français chez nous. Mais quand on vient ici et on nous dit non, tu n'as pas droit à l'école, tu n'as pas droit à ça, c'est pas normal. Nous, on veut aller à l'école. On veut avoir une vie meilleure comme eux. Parce qu'un être humain ne peut pas laisser son enfant dormir dehors. Il ne peut pas laisser son enfant sans la nourriture. Et surtout, il fait froid. Quand tu sors dehors, toi-même, quand une grande personne comme un enfant, quand tu sors dehors, toi-même, tu sais ce qui t'arrive. Donc, nous, c'est qu'on aimerait dire à la mairie, à tout le monde, c'est que nous, on a le même droit qu'eux. Nous, on veut aller à l'école. On veut avoir accès à l'école, la nourriture, l'hébergement. Nous ne sommes pas des criminels ni des voleurs. On ne fait rien de grave. Parce qu'on n'a pas cette habitude. Nous, on veut aller à l'école. Aider nos parents, ceux qui en ont. Moi, j'en ai pas. Mais moi, quand même, je veux aller à l'école. Parce que j'ai pas de maman ni de papa. Et ici, on ne parle plus de ça, en fait. Ici, nous, on veut aller à l'école. Avoir une bonne vie. Comme eux-mêmes, leurs enfants. Parce que moi, nous sommes au gymnase comme ça. On est, bien vrai, on est au chaud un peu. On dit merci à Dieu. Parce que nous sommes au gymnase. Mais nos amis qui dorment dehors, quand tu sors, quand tu les vois, tu as les larmes. Parce que j'étais comme ça. J'étais comme ça dehors aussi. Donc quand je vois mes amis, je ne peux pas rester dans le gymnase et regarder mes amis en train de mourir dans la fraîcheur. C'est pourquoi aujourd'hui je suis là. Sinon je dors dans un gymnase, je pouvais me coucher aussi. Et dire que parce que je suis dans un gymnase où j'arrive à dormir un peu, c'est pas aussi confortable que ça, et je suis d'accord, mais je dis merci à Dieu. Mais pour mes amis, c'est pourquoi je suis là. Donc, de grâce, nous, on n'est pas des criminels, rien. Moi, je veux qu'ils donnent des places à mes amis pour qu'ils puissent dormir, avoir la nourriture et se laver, au moins s'échanger, avoir une bonne odeur. C'est ça. La question que vous avez posée sur le problème d'évaluation, je vais essayer d'expliquer un peu. Parce que la première fois venu en France, comme il avait si bien l'aide sociale à l'enfance, il place des plans pour aller évaluer les jeunes. Vous comprenez? Nous, actuellement, la façon dont ça se passe en France, ce n'est pas la meilleure façon qui se passe. C'est pourquoi il y a plein de jeunes qui dorment dehors. Vous comprenez? C'est du coup, par exemple, dans les autres pays, une fois que tu te présentes avec un document ou soit pas, l'Espagne ou l'Italie, tu présentes que tu es un jeune mineur avec des informations, on te prend en charge jusqu'à ce que tu aies un document légal pour prouver. Mais du coup, en France, ici, c'est pas comme ça se passe les évaluations. Mais, excusez-moi, mais il vous faut prouver que vous soyez mineur. Il y a des tests pour ça. Exactement. Voilà. Donc là, par exemple, vous tous, vous avez un statut de mineur confirmé. Non. 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 D'accord. Le problème, Est-ce que vous pouvez nous ça parler des procédures de tests, comment ça se passe exactement? C'est ça que je suis Que en vous train demande de le vous pouvoir expliquer. public pour vous reconnaître Non, comme mineur? t'as pas compris. Oui, c'est ça que je suis en train d'un peu expliquer. La façon dont ça se passe ici, il y a des lieux d'évaluation pour reconnaître la minorité, pour se faire reconnaître en tant que mineur.
Mais de toute façon, les évaluations se passent comme ça. À cause de ça, on est tous dans la rue, on n'est pas reconnu mineur pour la première position. Parce que quand tu viens dans le centre d'évaluation, on te fait une évaluation, de raconter une histoire comme l'a si bien dit ma collègue tout de suite. Elle a dit, ouais, on passe par des évaluations. La façon dont ces évaluations-là se passent en France ici, c'est pourquoi nous nous trouvons dehors. Mais après ces évaluations-là, après qu'ils nous disent que ouais, vous n'êtes pas habilité, nous on ne vous reconnaît pas mineur pour l'instant, il faut voir un juge d'enfant. Il faut voir un juge d'enfant. Maintenant, quand tu pars là-bas pour obtenir une audience, tu as au moins 7 à 6 mois jusqu'à une année, voire même tu dors dehors. En attendant que tu aies une audience avec le juge pour au moins confirmer ta minorité. Parce que les centres d'évaluation là, de toute façon dont ils fassent les évaluations, si vous partez au moins 20 personnes aujourd'hui, ils vont prendre qu'une seule personne. Alors que vous partez avec tout ce qui pouvait être nécessaire pour qu'on vous prenne en tant que mineur, que tu envoies un extrait de naissance ou une carte comme ça, ou bien un passeport qui au moins qui déclare ta propre identité. Là-dessus, c'est écrit que tu es mineur. Ils refusent de prendre à travers des arguments qui ne sont pas aussi concrets. Donc, quand on parle des évaluations, en termes de l'évaluation médicale, elle existe, elle est juridiquement possible. Les tests osseux, je crois. Je vais rebondir à ce que mon ami l'a dit. Comme il a si bien dit, quand tu arrives dans le territoire français, on te dit d'aller dans les centres d'évaluation. Mais quand tu pars là-bas, on t'évalue. Donc quand on t'évalue, on te dit qu'ils vont envoyer tes propos au juge d'enfant. C'est à lui de te confirmer ou pas. Du coup, mais ce qui n'est pas vrai, c'est entre eux et qui travaillent là-bas, c'est eux qui s'assoient, c'est eux qui décident si tu es mineur ou pas. Est-ce que vous comprenez? Et comme ma sœur l'a dit, on te pose des questions. Quand tu réponds, on te dit un mineur ne peut pas répondre à ces questions. Et quand tu ne réponds pas, on te dit un mineur, comment tu peux oublier tout ce qui s'est passé. Donc, dans ton rapport d'évaluation, ils mettent ce qu'ils veulent. Ils ne mettent pas ce que toi tu as dit. Est-ce que vous comprenez? Et la suite, on te dit, bon, c'est pas encore fini. Tu peux aller contester leur décision. C'est en ce temps où ils vont te dire d'aller au tribunal déposer ton recours. Mais comment ça se passe là-bas aussi? Quand tu passes au tribunal, tu déposes ton recours, on te fait sortir l'audience 8 mois. Moi, on m'a fait sortir l'audience de 8 mois. J'ai demandé, bah, ok, mais où je vais vivre dans ces 8 mois? Ils disent non, on n'a qu'une solution. J'ai dit ok. Mais c'est en ce temps, tu peux aller voir le ZIS. Vraiment, c'est le ZIS qui confirme les gens. La plupart des gens qui ne sont pas confirmés dans les centres des évaluations, à 99%, ils vont être confirmés devant le ZIS. Parce que le ZIS, soit il te demande des tests des os, tu passes faire les tests des os, ça sort mineur. Soit il te demande les documents, tu envoies tes documents, il te confirme à travers tes documents. Mais dans les centres des évaluations, que tu as un passeport, que tu as une carte, que tu as des extraits de naissance, ils s'en foutent de ça. Et leur politique, c'est de prendre le moins de gens possible, au fait. Que tu sois mineur, que tu aies tes documents, tout, ils s'en foutent de ça. Tu viens, on t'évalue, on te raconte de n'importe quoi là-bas. Ils s'assoient entre eux, ils décident si on te prend ou si on ne te prend pas. Si on te prend, ok. Si on ne te prend pas, on te dit d'aller déposer les trucs, ton recours à l'audience. Mais le truc aussi, quand tu déposes ton recours à l'audience, si on n'a pas, je vais dire, comme cette collectif de Belleville, parce que là, on dormait tous dehors. À Paris, il y a certains d'entre nous qui dormaient à Pont-Marie, en bas de la Seine, à Gare de Lyon. On dormait tous dans les rues de Paris. Donc on ne savait pas quoi faire. On te donne un recours de 8 mois, on te dit bon, reste à Paris, mais tu vas rester où? Nulle part. Bon, c'est à travers tout ça on s'est dit bon, on ne peut pas rester comme ça. Dans la rue, tu es exposé à toutes sortes de problèmes. La sécurité, les fascistes, les policiers. À chaque fois on te contrôle dans le train, tu n'es pas protégé, donc ça ne peut pas se passer comme ça. Donc c'est pourquoi on s'est dit vraiment, il faut faire une collectif qui va défendre les droits en attendant ton recours. Le droit commence à un logement, à l'éducation, à la santé,
et ce qui va suivre après. Donc c'est pourquoi on s'est dit, bon, pour ne pas rester à la rue, avec tous les problèmes, c'est pas mal de venir s'unir, former un collectif et savoir comment revendiquer les droits. Je vous assure, ça fait des années, les hommes dorment dehors. Aucune personne de la mairie n'est venue dehors vous dire qu'est-ce que vous voulez. Du logement? Non. C'est quand on occupe un lieu qui appartient à l'État ou qui appartient à la mairie, là-bas ils vont se bouger. Ça fait des mois, les gens dorment dehors. C'est la police qui vient à 6h du matin. Réveillez-vous, il est l'heure. Sortez. Donc ils vous réveillent. Il y a certains, ils prennent vos tentes, ils jettent. Tu comprends rien. Donc c'est quand vous faites une action, vous occupez un lieu vraiment qui appartient à l'État. C'est là-bas ils vont se bouger. Tant que vous ne faites pas ça, c'est nul. Ils vont faire rien. Oui, et d'autant que, si on suit ce que vous dites, c'est que si 99%, en tout cas une grosse partie d'entre vous obtiennent la minorité auprès du juge, ce que ça signifie, c'est que le temps, c'est 8-9 mois en attendant l'audience. Le but simple, c'est de vous décourager, en fait. Exactement. Exactement. Isoler chacun, etc. Exactement. Et c'est ça, nous, on ne veut pas. Nous, comme mes amis ont dit, tu viens dans le centre d'évaluation, ça ne se passe pas comme ça se doit se passer. Donc, on te jette directement au tribunal. Ils savent que quand on te jette au tribunal, peut-être tu vas aller te décourager, tu vas quitter la France, tu vas aller dans un autre pays. Donc, c'est pour décourager les gens. Parce qu'ils savent que quand tu déposes ton recours, le juge va te donner au moins 6 mois. Et les 6 mois-là, tu ne peux pas rester dans la rue, à ne rien faire. Quand tu es malade, aller à l'hôpital, on te demande les passes, on te demande je ne sais pas quoi. C'est impossible d'aller à l'hôpital. Il y a certains parmi nous qui sont malades jusqu'à présent n'ont pas de rendez-vous à l'hôpital. Donc, par exemple, là, parmi vous, si on a un d'entre vous qui est malade, vous n'avez pas de... On a droit à rien. On a droit à rien. Tant qu'on ne bouge pas, on a droit à rien. Là, on a bougé, on a fait une action. Il y a des associations qui viennent, comme le Médecins du Monde. Ils proposent des consultations. Quand c'est une consultation qui est grave, on te prend un rendez-vous à l'hôpital. Et si tu restes dehors, tu es malade, il n'y a personne à côté de toi. Quand tu passes à l'hôpital, on te demande soit, je ne sais pas, carte vitale ou le passe. Tu n'as droit à rien. Donc c'est pourquoi on s'est dit vraiment, il faut qu'on prenne nos luttes en main. Il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on occupe des lieux qui appartiennent à l'État ou à la mairie. Comme ça, quand on prend le truc qui appartient à la mairie, forcément, ils vont se bouger. Ils ne vont pas rester bras croisés et dire rien. Tant qu'on est dehors, on dort dehors, rien ne va se passer. Si ce n'est pas le contrôle, l'agression de la police. C'est un autre truc dont vous vouliez parler. Vous vouliez parler de ça, du rapport à la police. Je ne sais pas lequel d'entre vous. Attends, pardon. Moi, je m'appelle Nathalie. Je voulais juste bien insister sur ce point avant que vous parliez du sujet que vous vouliez aborder là. Mais cette histoire de minorité, parce qu'il y a tellement de journaux, de journalistes de droite, voire d'extrême droite, qui disent expressément vous n'êtes pas mineur. Donc c'est quand même un argument massif, quoi. Et donc il faut vraiment renforcer, parce que vous l'avez très bien dit, mais c'est principalement France Terre d'Asile qui fait les évaluations inaugurales, donc le centre d'évaluation dont vous venez de parler. C'est des copier-coller. On retrouve, quand on lit les évaluations, c'est tout le temps les mêmes commentaires. Et c'est des commentaires... moi, la première fois que je l'ai lu, après on finit par voir tout le temps les mêmes, mais la première fois que tu lis ça, mais t'as les cheveux qui se dressent sur la tête. C'est des arguments mais complètement retors, avec des histoires pseudo de spatialisation. Alors, si tu te spatialises comme ça veut dire que t'es pas mineur, parce que du coup, mais on ne sait pas, des espèces de considérations psycho, je ne sais pas quoi. En plus, il y a plein d'éléments que les jeunes racontent de leur vie concrète qui sont complètement transformés parce que c'était déjà dans l'ordinateur, donc on reprend copier-coller, on retrouve des mêmes récits d'une personne à l'autre, quoi. Donc, de fait, comme vous l'avez très bien dit, ces centres d'évaluation, leur but premier, c'est de reconnaître le minimum de jeunes.
Et ensuite, donc, ils se retrouvent à la rue. Et une fois qu'ils passent devant le juge, il y en a vraiment une grande majorité qui sont reconnus mineurs de fait. Et de telle sorte que, par exemple, les soutiens du collectif, régulièrement, on a accompagné tel jeune pour son inscription au lycée. Et puis il nous rappelle, moi ça m'est arrivé avec 3 jeunes la semaine dernière, c'est pas non plus comme si j'en accompagnais 12 000. Donc 3 jeunes sur une dizaine que je connais mieux que d'autres, et ils ont été reconnus mineurs et ça y est, ils sont pris en charge par l'ASE, quoi. Donc le collectif, depuis le temps qu'il voit des mineurs, n'a cessé de voir des jeunes qui étaient dans le collectif être reconnus mineurs au bout du compte. Voilà. Donc c'est vraiment bien ce problème dont on parle, des gens à qui on dénie leur minorité, qu'on laisse dormir dehors et il n'y a personne pour les aider, sauf, comme ils viennent de le dire, s'ils se mettent ensemble et qu'ils luttent ensemble et qu'ils font pression, quoi, pour pas dormir dehors, parce qu'en plus là, a fortiori en hiver, c'est vraiment rude, quoi. Bon, et pour le reste, c'est pas à moi de le raconter. En ce qui concerne l'école, il y a avec la lutte de ce collectif, actuellement il y a pas mal de jeunes, plus d'une centaine de jeunes qui ont commencé l'école. Parce qu'avec l'école aussi, il te faut prendre le rendez-vous CASNAF. Ce rendez-vous, ça se fait en ligne. Imagine toi qui viens de loin, là où tu viens, tu n'as pas accès à Internet, tu ne connais rien dans l'affaire d'Internet, tout. En plus, la connexion, le rendez-vous se fait comment? Tu as 10 minutes pour remplir le créneau. Toi, enfant qui n'a jamais utilisé l'Internet, qui n'a jamais su comment faire des recherches, comment est-ce que tu peux avoir c'est-à-dire accès au rendez-vous? Donc, par mois, dans la semaine, il y a 3 personnes qui prennent par rendez-vous. 3, imagine, parmi des milliers de jeunes qui tentent, 3 personnes vous prenez par semaine. C'est dû à notre lutte. Et puis, en fait, on fait des revendications, des manifs devant le rectorat. Maintenant, on a pu avoir plein de rendez-vous, plein de jeunes qui partent maintenant à l'école. C'est à travers ce collectif qu'on a eu tout ceci. Ouais. Donc, parce que avant, quand tu as recours, tant que tu n'es pas pris en charge par l'ASE, tu n'as pas droit à l'école. Avant, quand tu as recours, tu n'as droit à rien. Mais à travers le collectif, parce qu'on s'est mobilisé, on a fait des manifestations devant le rectorat de Paris. Il nous a reçu un jour, on l'a expliqué la situation. Il nous a promis qu'il va essayer de voir de son côté. Du coup, il nous a mis une plateforme en ligne qui s'appelle le CASNAF. Si tu n'es pas reconnu mineur, quand tu es en attente de ton recours, tu peux tenter d'avoir un rendez-vous. Quand tu as le rendez-vous, comme ma soeur l'a dit, quand tu as le rendez-vous, tu pars faire le test. C'est pas fini. Quand tu pars faire le test, ils vont te dire qu'ils vont te trouver à le lycée. Il y a certains qui sont dedans, ça fait 3 mois, 4 mois, ils n'ont pas toujours de lycée. Mais à travers ces collectifs, aujourd'hui, on a plus de 150 jeunes qui ont été scolarisés. Il y a certains qui ont été reconnus après par l'ASE, ou jusqu'à présent, ils n'ont pas leur audience, mais ils sont toujours à l'école. Donc c'est à travers ces collectifs, parce que là aussi, quand on ne se bougeait pas, rien n'allait se faire. C'est quand on a bougé, à chaque fois on partait devant le rectorat de Paris, se manifester, on veut école, on veut école. Ils ont mis cette chose en place, comme ça, tu peux jouer, mais ce n'est pas évident. Imaginez, on est plus de 300 jeunes dehors. Par jour, il envoie soit un rendez-vous, 2 rendez-vous, il envoie le rendez-vous en même temps. Il faut jouer. Quand le rendez-vous vient, c'est une demi-seconde. Quand tu n'appuies pas le rendez-vous, ils vont te dire, il y a personne qui appuie le rendez-vous sur le bordel, il n'y a rien, tu ne comprends rien. Ça, il y a des gens aussi qui ont joué, ça fait 3 mois, 4 mois jusqu'à présent, ils n'ont pas de rendez-vous. Le plus chanceux, il faut faire au moins 1 mois pour avoir le rendez-vous. Et ça aussi, c'est catastrophique. Donc, moi, je me dis, tant qu'on ne se bouge pas, tant qu'on a les mains croisées, qu'on dort dehors, on ne fait rien, rien ne va se bouger. À travers ce collectif, aujourd'hui, on a plus de 900 jeunes qui sont dans les gymnases. Avant, ils étaient à l'arrêt, la mairie ne faisait rien, personne ne faisait rien. C'est à travers ces luttes, on a occupé des bâtiments. Après, la mairie est venue, ils nous ont proposé des logements.
des gymnases. Il y a certains qui sont dans les hôtels à travers ces collectifs. Aujourd'hui aussi, on a plus de 150 jeunes, comme j'ai dit, qui sont scolarisés, qui ont été reconnus, mineurs ou pas encore, mais ils sont à l'école. Donc c'est pourquoi on appelle tout le monde. Tous les jeunes qui sont, je vais même profiter pour faire ça, tous les jeunes qui sont dehors, de venir nous s'associer à nous. Parce que ce n'est pas un lutte qui est individuel, c'est un lutte qui est collectif. Il y a nos frères qui sont passés là, ils ont lutté, on les a trouvés dans ça. Donc nous aussi on va lutter. Peut-être il y aura quelque chose, je ne sais pas, dans les lois françaises qui disent quand tu as un recours, tu as droit à un hébergement, tu dois aller à l'école, donc ça va changer un peu. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais quand on est nombreux, on est unis, quand on lit, peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer après. Et vous obtenez des victoires quand même, enfin, ce que vous dites sur l'école. Voilà, c'est quand on lit, là, automatiquement, on obtient des victoires. On obtient quelque chose. Automatiquement. Parce que là, ça fait 10 jours qu'on est à la gâtellerie, mais il y a pas mal de médias qui sont venus nous voir. La mairie vient nous voir. Il y a pas mal de députés qui viennent nous voir. Mais tant qu'on est à la rue, personne ne vient nous voir. Si ce n'est que la police. Et la police nous vient se pointer là-bas vers 6 h du matin. Bon, il est temps, levez-vous, allez-y. On déballe les tentes, on les casse. Le soir, on est inquiet, est-ce qu'on va trouver notre tente? On vient, on ne trouve pas le tente. Il faut aller voir si on peut avoir le tente. Si tu n'as pas de tente, c'est à toi de voir où tu peux dormir. Donc, ce n'est pas évident. C'est pourquoi on est soudés, on est unis. Là, tant qu'on ne fait pas une action, on n'aura rien dans les mains de l'État ou dans les mains de la mairie. Une question factuelle, le collectif regroupe à la Gaîté Lyrique 300 jeunes à peu près, c'est ça? Oui. Oui. Et vous estimez à combien le nombre de jeunes pas organisés Qui devraient vous rejoindre sur Paris, par exemple? Pour le moment, moi, je vais dire que selon moi, je ne sais pas ce qu'il y en a, mais pour le moment, je peux dire que tous les jeunes qui dormaient dehors à Paris sont à la Gaîté Lyrique. D'accord. Presque tout le monde. Et en plus, il y a les femmes. Il y a les familles. Il y a les aussi. familles avec les femmes enceintes, les bébés. C'est pas tout facile, mais on fait avec. C'est le cas à la Gaîté Lyrique? Oui, ils sont là. On a quelques familles là-bas. Il y a des femmes qui sont enceintes. Il y a des bébés aussi. Il y a une femme aussi qui est enceinte en même temps qu'il y a un bébé. Donc, c'est pas évident pour elle. Pas facile, Et mais nous sommes soudés. Il faut se rendre compte aussi qu'à chaque jour que Dieu le fait, Voilà, on laisse ça des gens en augmente, fait. Parce que Bobini, chaque jour, Voilà. il laisse 17 personnes, Il laisse. minimum. Tant que ça. Chaque fois, il y a des nouveaux. Parce que moi, ce qu'ils Chrétien, là, chaque jour. Donc, pour l'instant, on ne peut pas estimer le nombre de personnes qui. Voilà. Parce que Tant chaque que jour, la il y a des. mairie ne Même réagit hier. pas, chaque jour, on libère des Hier, gens par qui exemple, passent en moi j'ai envoyé 3 personnes. Ils étaient dans la rue. J'étais à le cours de français. En venant, je les ai vus. Ils m'ont fait pitié. Et puis, je suis allée chercher des manteaux pour les donner. Et puis, je les ai demandé, mais vous faites quoi ici? Ils m'ont expliqué. Ah, on nous a laissé, mais on ne sait pas là où partir. J'ai dit, mais vous avez dormi où? Qu'on a dormi dehors. Il dit, dans la fraîcheur que oui. Il dit, ok. Il dit, mais il y a un coin où c'est une association. On est tous pareils. On s'aide entre nous. Je vais t'accompagner là-bas pour que tu puisses être au moins avec nous au show et puis avec tes frères et tout et tout. Tu vas au moins oublier quelques soucis. Il dit ok, je les ai envoyés. Et puis bon, ça va, ils sont... Du coup, moi, ce que je vois dans le gouvernement français, maintenant, il veut plus d'immigrants en France. Parce que moi, quand je suis parti pour faire l'évaluation, on me demande est-ce que tu connais cette senteur, navigateur, ou bien tu connais comment ton président est arrivé au pouvoir, tu connais comment l'ancien président est venu au pouvoir. Parce que moi, je ne connais pas ça. Les amis étaient à l'école. Parce que moi, après le décès de mon père, j'ai quitté en Guinée. Je suis parti chez mon oncle au Sénégal. Parce que je suis grandi là-bas. Mais moi, ce que je vois dans les lois françaises, ce que je regarde
sur France 24 parce que moi je regarde beaucoup des journaux. Elle veut plus d'immigrants en France. Parce que si nous on est venu en Espagne et on nous accueille bien pour dire on va vous envoyer à l'école, vous craignez de rien, mais nous on dit, comme nous on ne comprend pas beaucoup d'espagnol, on peut rejoindre la France, c'est mieux pour nous là-bas. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes, mais il y a beaucoup de personnes encore qui viennent ici pour venir ici et regardent, il y a des gens qui dorment dehors, tout, et en temps en Allemagne, il n'y a personne qui dort dehors et quitte ici pour partir en Allemagne. S'il y a 40 personnes qui sont parties pour faire l'évaluation aujourd'hui, tu prends 2 personnes. Ou bien tu viens, tu dis, tu as 15 ans, tu montes ton extrait de naissance et tu dis non, nous on ne peut pas te prendre à 15 ans, on va te prendre à 16 ans, 5 mois ou bien 17 ans. Ou bien il te dit non, il faut changer ton date de naissance ou bien l'année et tout, on va te prendre. Ça c'est pas normal parce que moi je peux pas changer mon âge à cause de ça. Parce que si tu as changé ton âge pour faire notre extrait de naissance, c'est pas facile. Parce que le gouvernement a changé tout en Afrique. Parce qu'avant tu peux faire l'extrait de naissance n'importe, mais maintenant c'est biométrique. Tu ne peux pas faire n'importe en Afrique. Surtout en Guinée actuellement, parce que je sais actuellement en Guinée c'est un militaire qui est au pouvoir. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Vous voyez? Parce que nous, c'est un peu compliqué. Et puis pour faire notre extrait de naissance, c'est compliqué. Parce que si tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas faire notre extrait de naissance. C'est un peu compliqué. Ah, c'est ça que je voulais dire. Oui, et puis moi, je voulais rajouter, du moment où ils disent qu'on n'a qu'à changer d'extrait, on ne peut pas changer notre date de naissance à cause d'eux. Ça, c'est impossible. Je ne peux pas avoir mon âge et aller dire de changer. Cela veut dire que ça sert à quoi alors? Mais c'est mon âge. Soit tu me prends avec mon âge ou tu me laisses. Parce que si tu changes ton âge, c'est pas ton âge, c'est comme l'extrait, c'est pas pour toi. S'il te dit ça, c'est comme c'est pas pour toi. Quelqu'un qui est né, il a son extrait. C'est avec ça que tu le prends. Parce que c'est avec ça que je te présente. Pourquoi est-ce qu'il vous demande de changer de 1 an ou... Excusez-moi. Hein. Quand tu passes au centre des évaluations, c'est eux qui se décident tout. À l'entretien, ils vont te demander est-ce que tu sais quand est-ce ta mère et ton père s'est mariés? Comment tu peux savoir ça? Tu n'étais même pas né. Ils vont te demander des événements qui sont passés avant même la naissance de tes parents. Comment est-ce que tu peux savoir ça? Et ils vont te demander des trucs comme ça. S'ils sont un peu sympas, ils vont te dire bon, il faut augmenter ton âge. On va te prendre. Alors que tu as tes documents, il y a certains d'entre nous qui ont les passeports, il y a certains d'entre nous qui ont les extraits de naissance. Comment est-ce que tu peux changer ton extrait de naissance à cause de qu'on te prend et que ton extrait de naissance, le vrai extrait de naissance, tu le détiens? Donc c'est impossible. Après, ils vont te dire tes propos, c'est pas nous qui vont les juger. C'est les boss de l'ADJ qui vont les juger. Ah oui, ils vous disent augmenter un peu pour que ça paraisse plus crédible pour ceux qui vont décider. C'est pour ça mais ceux qui vont décider ne peuvent pas te voir. Oui. C'est eux qui te voient. C'est entre eux, là-bas, c'est eux qui vont décider, bon, on prend celui-là, on laisse. Mais leur but, c'est de prendre les moindres, c'est de ne pas prendre les gens, c'est de prendre moins de gens. C'est leur objectif. Et puis, ils te disent des trucs qui font que tu... Pour ne pas te prendre, ils disent des choses qui n'ont rien à voir avec ton histoire. Pour ne pas te prendre. Moi, je suis témoin d'un Parce que quand ils écrivent, quand tu vas prendre ton rapport, quand toi-même tu lis ton rapport avec ce que toi-même tu as dit, c'est pas pareil. C'est différent. Vous voyez les malhonnêtetés dans ça? Ou même vous avez vu les malhonnêtetés dans ça? Imaginez toi qui es là, en fait, tu as une commission à transmettre. Maintenant, pour questionner quelqu'un, maintenant, toi, tu l'obliges à dire ce qu'il ne doit pas dire. Tu l'obliges c'est-à-dire à mettre quelque chose qu'il ne doit pas. Lui te dit son âge. Maintenant, tu veux qu'il dise, c'est-à-dire notre âge, qu'il n'appartient pas. Ça, c'est une malhonnêteté.
purement raciste. Donc, en fait, c'est un gouvernement. Il faut qu'il revoie les manières de travail. Sinon, c'est très très raciste. Là, moi j'ai une question un petit peu en dehors de ça, mais enfin vous y répondez si vous voulez, mais tout à l'heure tu faisais référence à l'histoire de la colonisation française, etc. etc. Oui. Est-ce que vous, avant d'arriver en France, vous pensiez que le gouvernement français serait aussi... je sais pas comment Aussi Mais- sympa. Raciste. aussi raciste. Non, non, ça n'a pas été le cas. Si ça a été le cas, on n'allait pas venir en France. Parce que imaginez, une fois, quand tu traverses la Méditerranée, ton pays d'accueil. Par exemple, moi, je suis passé par l'Espagne. La manière dont eux m'ont accueilli, si je savais que c'est-à-dire la France était comme ça, je n'allais pas venir par ici. Je préfère me concentrer à comprendre la langue espagnole pour mieux vivre là-bas. Que vous, dans votre expérience, la France c'est bien pire que l'Espagne, enfin c'est le... Ben oui, c'est ce que nous montrent en matière d'accueil. Oui, Parce que là-bas, tu peux pas voir c'est-à-dire un migrant qui passe la nuit dehors, qui traîne dehors. Tout le monde sont logés, tout le monde est hébergé. Mais ici, c'est ici, en France, ici, que tu vois les mineurs jolis dehors, tu vois les familles dehors, c'est-à-dire plein de jeunes dehors. Mais ici, je n'ai jamais vu un chien passer la nuit dehors. Je n'ai jamais vu en France ici un chat dehors. C'est les êtres humains qui passent dehors, qui passent la nuit dehors. C'est quoi ça? En plus, la plupart, en fait, c'est-à-dire, c'est du racisme déjà. Petite précision, donc dans les commissions d'évaluation, donc quand vous montrez vos extraits de naissance, on ne les croit pas. Ben On oui. considère que c'est faux, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est bidon. Oui. C'est ça. D'accord. Tu viens, tu présentes ton extrait de naissance, Et on- ils disent qu'ils n'ont pas la capacité de, c'est-à-dire, Ah, ils disent pas que c'est faux, ils disent qu'ils n'ont pas la qu'ils n'ont capacité pas la d'évaluer sa capacité vérité, sa c'est-à-dire, véracité. voilà, d'authenticité pour confirmer que tu es mineur. Moi, je voulais Maintenant, rajouter- elle-même te dit, Ah oui, il donc faut, c'est il, faut complètement te, il faut te présenter, c'est-à-dire, il faut faire le recours. Voilà. 99%, le juge même, quand même va te prendre. C'est son toi qui dit ça. C'est toi qui dit ça. Et moi, je voulais rajouter quelque chose. Quand ils disent que t'envoies ton passeport. Moi, j'étais allée à Bobigny. J'avais une camarade parce qu'on s'est vu dans le même coin. Elle avait le passeport biométrique. Elle avait son âge, sa date de naissance, l'empreinte, tout était elle. Mais ils disent que elle n'est pas mineure. Qu'est-ce qu'ils prouvent? Ils ont vérifié le passeport. Bien vrai, c'est son empreinte. C'est son âge et tout, sa photo, tout. Tous les coordonnées sont sortis, mais ils l'ont pas pris. Et puis en plus, ils l'ont blagué pour lui dire elle n'a qu'à aller faire l'empreinte de l'évaluation. Où elle a mis sa main, le lendemain, ils l'ont mis dehors. Elle est à Guétélé, à la Guétélé, elle est là-bas. C'est pas normal. Concernant l'occupation à Gaîté Lyrique, là, concrètement, il y a eu des menaces policières ou autres. Bah oui. Oh. Ah, oui, en fait, ça, je pense qu'on peut en commencer en ce qui concerne notre manifestation pour en terminer ce que vous venez de nous dire. Bah, nous, en fait, ce que vient de notre aîné là, on n'est pas en France pour une cause de violence ou bien de criminel ou bien de délinquance. C'est juste comme il venait de dire, on est là à la Gaîté Lyrique pour réclamer notre droit. Parce qu'on nous a fait savoir que ce qu'on est en train de vivre, on a le droit de réclamer ce que l'État français nous doit. Soit un hébergement, l'éducation, à la santé et tout ça. Du coup, concernant ça, il y a des soutiens qui s'appelle le collectif des jeunes parcs de Belleville qui nous soutient. On est là depuis le 10 décembre
mardi passé, jusqu'à aujourd'hui. Et dans tout ça, on essaie d'organiser des manifestations qui se tiennent dans différents endroits. Mais concernant ces manifestations, à chaque fois, on essaye, il y a un groupe de délégués, en plus les soutiens, moi j'en fais partie. On essaye de s'organiser et discuter comment ça va passer le manif, tout et tout. Après, on lance un communiqué dans le groupe pour que tous les gens qui ont accès à l'internet soient au courant et qu'ils transfèrent le message. Et puis encore, on tient un AG pour mieux expliquer ce qu'on a dit dans le truc. Du coup, on essaie d'organiser des manifestations comme ça et on fixe des heures que tout le monde respecte. Après, on sort partir manifester parce que depuis qu'on est là-bas, pour manifester dans les rues, c'est avant-hier qui est notre... Non, hier qui est notre troisième ou bien quatrième manifestation. Troisième, c'est quoi? Quatrième manifestation, on peut dire. Avant-hier. Et après chaque manifestation, on tient un AG pour exprimer et nos idées, se donner des idées. Et les gens aussi qu'on a mis devant nous, les informations qu'ils ont reçues par rapport à notre sujet, qu'ils essayent de le transférer au public, à nous les jeunes et les invités qui viennent assister aux AG, qu'ils comprennent exactement où on en est avec la situation, comment ça se passe, comment réagit la mairie, comment la préfecture prend le sujet et comment aussi l'État est en bouche bée avec nous. Et comment l'État aussi est en train de fuir ses responsabilités concernant notre sujet. On nous explique tout ça. On est au courant de tout. Et tout ça, mais on essaie de gérer quand même. Parce que le premier manif qui a été organisé, c'était vers la République avec beaucoup de... C'était le 14. Il y a pas mal de personnes là-bas. C'est le samedi passé. Lorsqu'on a fait le manif jusqu'à 18h, on a décidé maintenant de retourner le même lieu, Gaîté Lyrique, pour au moins essayer de manifester devant un peu et après faire une AG. C'est comme ça. Lorsqu'on a terminé, on a décidé de retourner chez nous, puisque là-bas c'est pas loin, c'est à la République. On peut marcher et retourner à la Gaîté Lyrique. Comme ça, on est venu par hasard, on est rencontré avec les policiers qui se sont tenus devant nous. Ils nous ont dit on ne peut pas passer. Et premièrement, on était seuls les jeunes, il n'y avait pas de soutien, mais les soutiens étaient derrière. Après, les soutiens sont arrivés. Ils ont demandé qu'est-ce qu'il y a, ils ont dit non. On n'a pas droit, on ne peut pas avoir accès à la Gaîté Lyrique. On ne peut pas passer ici. Ils se sont tenus devant nous avec leurs prothèses. Du coup, on a décidé de changer de chemin. On est parti pour prendre le métro. Heureusement qu'on est arrivé premier avant eux à la Gaîté Lyrique. Et en sorte, ils n'ont pas reculé. Hein. Ils ont insisté aussi. Ils ont fait un tour pour nous, pour arriver en premier à la Gaîté Lyrique. Heureusement, ils l'ont trouvé. Même si nous tous, on n'est pas mal, mais la majorité des jeunes sont retournés. Et il y avait des jeunes qui ne sont pas partis à la manif pour contrôler le lieu, pour mieux prendre le lieu en fait, puisque c'est nous qui sommes là-bas actuellement et contrôler nos affaires qui sont là-bas. On est arrivé et on a vu la police est venue. Ils se sont arrêtés devant la porte. D'autres d'entre eux sont rentrés dans le lieu. Du coup, il y a eu des discussions. Tous les jeunes sont descendus devant les escaliers. On restait là-bas. Il y avait des jeunes qui étaient dehors. Les policiers ont dit ils ne vont pas rentrer. Chez ce jour même, moi, en tant que personne, j'ai commencé à voir. Il y avait un député qui est venu là-bas. Après l'intervention de la directrice, ils ont parlé avec eux. C'est comme ça qu'ils sont partis. Et aussi, pour les violences des policiers, j'aimerais souligner un cas qu'on a, depuis le début, on a commencé à discuter, mais on n'a pas eu à souligner ça. Il y avait un de nos camarades. Actuellement, il est logé au gymnase. C'est un jeune comme nous. Mais il a eu il
il a une situation très compliquée à expliquer parce que ça te touche au cœur quand tu essaies de parler ça avec les policiers. C'est une situation qu'on n'arrive même pas à comprendre comment ça s'est passé parce que c'est hier qu'il est arrivé, qu'on l'a amené là-bas et il est tombé dans une situation avec les policiers concernant le transport puisque lui il était venu dans un métro, il voulait partir quelque part. Maintenant, lorsqu'il est entré dans le métro, les contrôles l'ont pris. Des contrôles l'ont pris. Ils l'ont fait sortir dehors. Ils l'ont fait tomber d'abord. Après, 2 contrôleurs aussi ont venu, ont assisté. Après avoir pris le jeune, ils ont appelé la police. C'est comme ça la police a venu, ils l'ont pris, ils l'ont amené à la commissariat. Juste parce que... Mais comment il va faire? Il n'a pas de Navigo. Il est obligé de voler le métro. La police l'a amené. Il a passé la nuit au commissariat. Après la nuit, le jeune voulait partir aux toilettes. Il a frappé la porte pour qu'on l'ouvre, pour qu'il puisse partir aux toilettes. Mais il a insisté. Les policiers n'ont pas répondu. C'est après qu'ils ont vu que le jeune insiste pour sortir, ils ont venu 5 policiers. Ils ont enlevé toutes leurs caméras. Ils ont pris le jeune, ils ont fait du n'importe quoi. Dans le commissariat même. Ils l'ont frappé. Hier, le jeune ne pouvait même pas marcher. Moi, j'en fais partie parce que j'étais la deuxième personne. C'est nous qui avons pris la jeune depuis à la gare du métro parce qu'il était arrivé avec un soutien. C'est une mère, il ne peut rien faire parce qu'elle n'a plus de force. C'est nous qui avons pris le jeune pour lui emmener à la Gaîté Lyrique. Comme ça aussi, ils ont engagé un taxi pour lui emmener à l'hôpital. Mais le jeune, on avait gâté tout son corps. Ses pieds, il ne pouvait même pas marcher. Actuellement, il est à la Gaîté Lyrique. Là où nous on dormait à Pont-Marie, là-bas on était dans des tentes. Mais malgré ces tentes-là, on ne nous laissait pas tranquille. Parce que la police vient là-bas à 6h du matin. Ils piétinaient comme ça nos tentes. Levez-vous, vous n'avez pas le droit d'être là. Avec des petits torses. Il nous dit, levez-vous, vous n'avez pas le droit d'être là. Il est l'heure. 6h du matin, quand on nous réveille, on part où? Il n'y a nulle part à partir. C'est comme ça qu'on reste dans le froid, comme ça, jusqu'à 8h, 7h. Qu'on part chercher des endroits là où on nous livre à manger. Si on a de l'eau chaude, on boit. Après, c'est comme ça. Bon, ok, en fait, en ce qui concerne la menace policière sur l'occupation, bon, on tient à remercier la directrice de la Gaîté. Bon, elle, depuis le début, elle nous soutient. À chaque fois qu'il y a l'intervention policière, que la police envoie, la préfecture envoie la police, elle appelle à ses connaissances pour faire dégager la police. Elle nous soutient, elle n'est pas comme la directrice qui était à Métallo. Tu vois. Elle ne nous soutenait pas. Mais elle, depuis qu'on a occupé c'est-à-dire la Gaîté, elle est toujours de notre côté. Elle nous soutient. Donc à chaque fois qu'il y a intervention policière, on l'appelle, elle appelle ses connaissances et puis les policiers quittent. Bon, sur la menace quand même, il n'y a pas que la police qui nous menace. Parce que nous sommes rapprochés par beaucoup de gens de mauvaise volonté. Les fascistes qui viennent avec leurs journaux chaque matin. Ce sont eux-mêmes qui essaient de nous dénigrer en ce moment de plus. Parce que la police, quand on n'est pas assez violent que sur eux, s'ils viennent ici à la médiation, ils partent. Mais les journalistes, même fascistes là, qui viennent pour nous filmer et essayer de faire la bagarre devant même la gâtellerie, soi-disant pour qu'ils puissent dire que oui,
nous qui sommes là, nous ne sommes pas des mineurs. Ils veulent trouver par mille et une moyens qu'on n'est pas des mineurs. C'est pas seulement que ceux-là, il y a des fascistes qui sont partout dans la rue. Quand on quitte dans les marches, quand on quitte dans les mouvements comme ça, il y a des gens qui sortent partout dire la France aux Français. Ils ne veulent pas nous voir. Mais avec le moment précis, là où de toute façon là, nous sommes à la Gatélérique, aujourd'hui, notre dispositif sécuritaire elle est bien placé. Parce qu'aujourd'hui, la Gatélérique elle est fermée au public. Au début de l'occupation, tout le monde venait faire ses activités et les événements marchaient. Mais aujourd'hui, la direction a dit de mettre fin à la rentrée du public. Il n'y a que nous seulement qui sommes là-bas. Avec l'aide de la direction et leur agent de sécurité, on a mis un dispositif à la porte là-bas. Tous les journalistes fascistes qui viennent pour au moins nous dénigrer sont empêchés de rentrer à la Gatélérique. Et nous aussi, nous sommes là à la porte là-bas. Et avec l'aide de tout le monde, qu'ils veulent ou non les fascistes là où est la police, oui, nous, notre lutte, on va continuer à le faire. On va continuer à réclamer nos droits du jour au lendemain. Et on va gagner gain de cause, Inch'Allah, dans les jours à venir. Bonsoir à tous, je m'appelle Ibrahim, je viens du Sénégal. Juste parler un peu au niveau de l'école. Déjà, nous sommes des mineurs isolés, mais normalement on a le droit, comme tous les enfants qui sont nés ici, on a le droit d'avoir une école. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. Déjà, mais le gouvernement français il ne veut pas nous voir. Mais c'est pourquoi. Ça voulait savoir pourquoi il ne veut pas nous voir. Normalement on a le droit d'avoir une école, on est les êtres humains comme les enfants qui sont nés ici. Mais ils ne nous ont jamais considérés comme des personnes. Déjà moi ça me touche. C'est les Français qui nous ont colonisés. On n'a jamais traversé une difficulté, tous les pays européens qu'on a traversés. Mais c'est pas de la racisme, c'est quoi? Nous sommes les 3e génération en France. Si on n'a pas à l'école, on va faire quoi? Notre avenir, ça se trouve à l'école, pas dans la rue. C'est ça que je m'adresse à le gouvernement français. Et le Cazenave, à propos de la Cazenave, moi, ça fait 3 mois que j'essaye. Même si c'est pas moi, il y a certaines, ils ont le téléphone, ils n'ont pas d'internet. Comment ils peuvent se trouver? Il y a certaines qui n'ont pas de téléphone. Mais si le gouvernement prend la charge qu'il veut nous mettre à l'école, on ne va pas refuser. Parce qu'on sait que ce qu'on voulait, c'est à l'école. Si on ne part pas à l'école, on ne peut rien faire en France. Mais si on est là aujourd'hui, c'était pour un objectif. Si on n'a pas d'objectif, on ne sera pas là aujourd'hui. Il y a certains, ils ont quitté dans leur pays. Peut-être pas le même cas, mais quand même. Si nous sommes en France aujourd'hui, on n'est pas là pour être délinquants. Nous ne sommes pas des racistes. Déjà, nous ne sommes pas des criminels. Mais tout ce qui se passe dans la rue, juste imaginons le gouvernement français, si leur fils était dans la rue aujourd'hui, ils vont réagir comment? Nous qui sommes là aujourd'hui, nos parents ne dorment pas. Aujourd'hui, si tu appelles ta mère, tu lui dis que tu dors dans la rue. Imagine-toi, il va réagir comment? Parce que le moment qu'on est en Afrique, nous tous, on a vu, même si on n'a pas vu, on a une fois entendu ça, qu'en Europe, il y a une personne qui était agressée dans la rue aujourd'hui, et là, elle a la vie à la mort. Imagine-toi, ta mère, il va, ou il entend que ton fils, il a la vie à la mort. Ça, c'est une douleur qu'elle va sentir. Parce que déjà, moi, ça m'est arrivé le premier jour que j'étais à ma mère, dans la rue. Le premier fois, le matin, il m'a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu la veille parce que je n'avais pas d'internet. Après le mois que je me suis connecté, j'ai reçu plus de 5 messages. Il s'est inquiété, il ne sait pas j'ai eu quoi. Donc, le gouvernement doit comprendre, il doit se mettre juste à la place de nos parents. Imagine aujourd'hui Macron, je prends l'exemple de Macron. Si son fils dormait dans la rue un jour, juste un exemple, ou soit de Marine Le Pen. En tout cas, dans une gouvernement, ils ont des enfants quand même. Non. Dans le gouvernement, personnellement, non. Non, je parle juste des gens qui travaillent dans le gouvernement. Que ce soit Marine Le Pen, peu importe. Si leur fils dormait dans la rue, on l'appelle ton fils, il a été agressé aujourd'hui la nuit. Il va réagir comment? Il va sentir mal. Donc actuellement, nos parents, ils ne dorment pas. Parce que tu ne peux pas entendre ton fils, il dort dans la rue. Ça fait mal déjà. Donc moi, tout ce que je demande, on ne demande pas beaucoup de choses. On a besoin de l'enseignement qui vous parle comme ça. Il est au courant déjà. Hier, j'ai saigné du nez toute la nuit. Est-ce que si ça continue comme ça va finir quand? C'est grâce à le médecin du monde qui était là-bas avant-hier. On m'a donné un médicament. Chaque nuit, je fais. Le matin, si je me réveille, pour ouvrir mes yeux, je dois utiliser mes mains. Mais c'est pas normal, on a tous besoin d'une carte pour comment on peut se soigner. Mais si on nous laisse comme ça, ils ne nous considèrent pas comme si nous sommes des animaux. Mais c'est pas normal. Ils doivent intégrer dans une bonne question parce que déjà, pour être un délinquant, je pense que c'est le gouvernement français qui fait toutes les gens que tu vois, il fait n'importe quoi dans la rue. C'est le gouvernement français qui les pousse. Parce que si tu vois une personne qui est dans la rue, tu ne l'aides pas, déjà, il peut avoir un problème de cerveau. Actuellement, on est là, on fait rien, on dort.
on s'élève, on a des soucis. Mais actuellement, si tu nous mets à l'école, toutes les zones mineures isolées de Côte d'Ivoire comme ça, nous tous, on a un objectif. On voulait avancer dans la vie. On ne veut pas être des voleurs dans la rue, des criminels. Ça ne sera rien. Donc, tout ce qu'on a besoin pour le gouvernement actuellement, c'est 3 choses. L'école, la santé, et là, on peut dormir. Le reste, on s'en fout. Le reste, on s'en fout. C'est tout ce qu'on a besoin. C'était pour ça. Merci. Mais moi, je voulais dire merci à les soutiens et à tous ceux qui nous aident. En tout cas, nous sommes fiers d'eux. Et puis, on appelle tout le monde, les volontaires qui peuvent nous aider, nous assister. Oui, moi c'est ça que je voulais demander, je voulais terminer là-dessus. Là, s'il y a des gens qui écoutent ça, qui se disent ah tiens, je leur donnerais bien un coup de main, donc on a compris. Donc, il y a une cagnotte, ça vous en avez parlé. Et sinon, à la Gaîté Lyrique, est-ce qu'il y a des trucs particuliers que vous en avez vraiment plus besoin, des trucs où vous n'en avez pas du tout besoin parce que vous en avez. Ce qu'on en a besoin, c'est un grand soutien d'abord. Et puis la nourriture, les soins aux hôpitaux. Parce que le logement, ça à la mairie de faire. Mais si il nous soutient, on espère que ça va avancer. Mais le plus, c'est la nourriture. Parce que tu peux pas être en forme tant que tu ne manges pas. Si tu manges, tu seras en forme pour lutter. Mais si tu n'as pas de nourriture, comment tu vas lutter? Donc, c'est la nourriture et puis l'hôpital. Parce que quand tu es malade, tu peux rien faire. Donc, c'est le plus important, c'est ça, la nourriture. Pour amender ceci, ce qu'elle vient de dire, on fait appel à tout, que tu sois français ou immigré ou pas, toute personne qui ont, c'est-à-dire le sentiment humain, qui ont de la bonne volonté, de venir lutter à nos côtés pour nous soutenir, c'est-à-dire soit à travers le don par nos cagnottes, parce qu'on a une cagnotte, à travers notre cagnotte, ou de venir lutter auprès de nous, c'est-à-dire à la Gaîté Lyrique, nous soutenir, comment en fait remonter la morale, tout. C'est un peu ça. Du coup, moi, je vais ajouter un peu là-dessus aussi, vu qu'il parle encore pour le soutien. Les gens qui nous soutiennent depuis le début, ils en ont assez fait pour nous. On demande à plus de gens aussi, tous qui auront le temps, de nous trouver à la Gaîté à partir de 18h chaque soir. On a un rassemblement et un AG. Tout ce qu'ils peuvent apporter aux jeunes qui occupent la Gaîté aujourd'hui, ils peuvent trouver là-bas. S'ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent nous donner quelque chose sur la cagnotte, ils vont trouver une solution là-bas. S'il faut aider d'autres soutiens là-bas, ils vont le trouver là-bas. Donc c'est 18h, le rendez-vous de base, c'est 18h. Chaque jour à 18h, on a un AG. Tous les soutiens, les délégués, les médias qui veulent parler de nous du bon sens sont tous la bienvenue là-bas à la Gaîté Lyrique. On a besoin de soutien et on veut qu'ils parlent de nous sur le bon sens, pas sur le mauvais sens. C'est ça que les jeunes ont besoin maintenant là. Parce que, un sujet, vous n'êtes pas sans savoir que la Gaîté Lyrique, on est là-bas pour un objectif bien précis. Et ce que mon ami vient de dire, si on n'a pas de soutien, nous le jeunes, on ne peut pas tenir. Parce que nourrir plus de 300 personnes, c'est très difficile. On a la cagnotte, toute personne de bonne volonté qui veut nous aider, on a la cagnotte en ligne. Et il y a certains aussi qui nous envoient de nourriture individuellement, ça aussi nous voulons. Et pourquoi pas donner des cours de français, occuper les jeunes qui sont dedans, des cours de français, la musique. Vraiment, on a besoin de toutes sortes d'aides qui peuvent nous aider à tenir la lutte jusqu'à ce qu'on ait une solution. Parce que comme il dit, un sac vide ne peut pas s'arrêter. Si on fait une journée sans qu'on mange, on va s'éparpiller, tout le monde va sortir. Et quand tout le monde va sortir, peut-être au retour, on va trouver des gendarmes arrêtés devant la porte, ils vont dire personne ne va rentrer. Donc c'est pour qu'on veut vraiment qu'on nous soutienne pour ne pas qu'on sorte de la Gaîté Lyrique sans qu'il y ait
une solution. Et pour rebondir par rapport à l'hôpital, vraiment c'est une catastrophe. Si ce n'est pas le médecin du monde qui vient nous voir à la Gatellérique, nous proposer des rendez-vous. Moi, on m'a proposé un rendez-vous là-bas, je suis allé à l'hôpital. J'ai fait une prise de sang. J'ai profité en même temps parce que j'ai entendu dire qu'il y a l'aide médicale d'État. Donc, si tu as ça, tu auras plus de facilité. Donc, j'ai profité à cette occasion de demander l'aide médicale à l'État à l'hôpital de Créteil. On m'a dit de fournir des documents que je ne peux pas avoir. J'ai dit, moi je suis à Larry, comment est-ce que je peux avoir une adresse? Une domiciliation, je ne peux pas avoir ça. Une carte d'identité. Nous, dans mon pays, tant que tu es mineur, tu n'as pas le droit d'avoir une carte d'identité. Je lui ai dit, je n'ai pas mon carte d'identité. Seulement mon extrait de naissance et je n'ai pas de domiciliation. Ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. J'ai encore demandé la question, ok. Et si je viens sans l'AME, est-ce que vous pouvez me prendre en charge? Parce que là, j'ai une maladie grave. Ils m'ont carrément dit non. Soit tu as la carte vitale ou tu as l'aide médicale de l'État. Donc, par rapport à la santé, vraiment, on est dans la précarité totale. Totale. Si tu n'es pas dans l'urgence, et même dans la Gatellérique, on a peur d'appeler. S'il y a certains qui vont tomber malades graves, on a peur d'appeler l'ambulance, la SAMU, parce que quand la SAMU vient, forcément ils vont venir avec la police. Et on ne veut pas que la police soit présente dans notre occupation, parce que c'est un risque. C'est un risque. Donc s'il y a un jeune qui est malade là-bas, on est obligé de sillonner tous les hôpitaux qui sont autour, voire des fois on l'envoie là-bas et ils disent non, le pass il est fermé, donc on ne peut pas l'accueillir. On l'envoie là-bas, c'est la même chose. Donc on veut vraiment que les bonnes volontés, quelle que soit l'aide, qu'ils viennent nous assister à la Gatellérique pour qu'on soit là-bas en attendant qu'on trouve une solution. Une solidarité pour tous. Solidarité à tous les jeunes mineurs isolés. Solidarité avec les jeunes mineurs isolés. Solidarité avec les jeunes mineurs isolés. La honte à ce pouvoir qui fait la guerre aux mineurs isolés. La honte à ce pouvoir qui fait la guerre aux mineurs isolés.